À 7, la matinée commence sous une tension que Swazik ne parvient plus à dissimuler. Encore marquée par l'agression dont elle vient d'être victime, elle se rend au commissariat accompagnée de Samuel. Ses gestes restent contrôlés, mais son visage trahit une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui comprend soudain que le danger n'appartient plus seulement aux souvenirs. Face à Sarah, Swazik tente de restituer chaque détail avec précision. Elle décrit un homme vêtu de noir, particulièrement costaud, dont la présence l'a immédiatement terrifiée. Les images reviennent par fragments, brutales, presque physiques. Plus elle parle, plus l'agression semble reprendre forme devant elle, et Samuel, silencieux à ses côtés, observe combien cette épreuve l'a profondément ébranlée. Sarah l'écoute avec attention, consciente que le moindre élément peut faire avancer l'enquête. Pourtant, les premières recherches ne donnent presque rien. Le téléphone utilisé par l'agresseur est un appareil prépayé, difficile à rattacher à une identité. Cette impasse n'entame pas sa détermination. Elle compte désormais interroger les jeunes présents à la soirée et comprendre l'histoire des sacs remplis de billets. Pour Swazik, cette absence de réponse immédiate est difficile à accepter. L'homme qui l'a attaqué peut encore circuler librement, apparaître à nouveau au moment où elle s'y attend le moins. Samuel perçoit cette inquiétude derrière chacun de ses regards. Il ne cherche pas à minimiser sa peur, mais sa présence devient naturellement une manière de lui rappeler qu'elle n'a pas à affronter seule cette menace. Pendant ce temps, chez Alex et Chloé, le calme apparent du petit matin masque une autre forme de malaise. Alex a préparé du thé pour sa femme, mais comprend très vite qu'elle n'est pas dans son état habituel. Chloé finit par lui confier qu'elle trouve positif qu'il fasse une place à Milo, tout en lui demandant de la maintenir, elle, à distance de cette situation. La demande de Chloé ne ressemble pas à un rejet brutal. Elle porte plutôt la trace d'un bouleversement qu'elle n'a pas encore réussi à apprivoiser. L'arrivée de cet enfant dans la vie d'Alex modifie forcément l'équilibre familial, et Chloé semble avoir besoin de temps avant de savoir quelle place elle-même souhaite prendre dans cette histoire devenue soudainement très concrète. Au commissariat, une atmosphère beaucoup plus légère s'installe momentanément autour de Nordine et Georges. Nordine raconte qu'il joue en ligne à son nouveau jeu vidéo avec Gabriel, son partenaire d'équipe, tandis que Boris semble particulièrement investi dans les attaques. Cette parenthèse presque banale contraste fortement avec les affaires qui occupent les policiers et les menaces qui se rapprochent silencieusement de plusieurs habitants de Sète. Mona ne tarde d'ailleurs pas à s'immiscer dans la conversation avec une préoccupation d'un tout autre genre. Elle demande à Nordine s'il n'aurait pas quelqu'un à présenter à Georges. Pour elle, les critères sont désormais simples. N'importe quelle femme pourrait convenir à son fils, du moment qu'elle n'est pas une tueuse en série. Une remarque ironique qui rappelle combien le passé amoureux de Georges reste particulier. Dans le même temps, Erika reçoit une visite beaucoup moins légère. Émilie Collin vient directement chez elle pour parler de Diane et de Marceau. Elle ne tourne pas longtemps autour du sujet. Selon elle, Marceau a fait prendre de la drogue à Diane pendant la soirée. L'idée qu'une substance de synthèse ait circulé entre les adolescents provoque immédiatement une profonde inquiétude. Émilie insiste sur la gravité de ce qui s'est produit. Pour elle, mettre une telle substance dans le verre de ses amis est irresponsable, presque criminel. Diane et les autres ont subi un véritable blackout après la soirée, incapables de restituer clairement certains moments. Erika comprend alors que ce qui pouvait ressembler à un simple dérapage adolescent a franchi une limite beaucoup plus inquiétante. Les deux femmes, malgré leurs positions différentes, se retrouvent soudain unies par la même peur. Il ne s'agit plus de déterminer lequel de leurs enfants a le plus fauté, mais de les empêcher d'aller davantage vers une situation qu'ils ne contrôlent manifestement plus. Erika et Émilie décident donc de faire front ensemble et de stopper immédiatement cette dangereuse escalade. À quelques kilomètres de là, Diane retrouve justement Marceau avec une préoccupation très différente. Elle lui annonce qu'elle a récupéré l'argent. Les billets, devenus le symbole matériel de toute cette affaire, sont désormais à leur portée. Les deux adolescents envisagent de partager la somme en deux, comme si cette décision pouvait transformer l'origine trouble de cet argent en une simple opportunité inattendue. Diane reconnaît cependant qu'elle a hésité avant de parler de sa découverte à Marceau. Cet aveu révèle une fissure discrète entre eux. Face à une telle quantité d'argent, la confiance devient soudain moins évidente. Même lorsque les deux jeunes parlent de partager équitablement, une question demeure dans l'ombre. Comprennent-ils réellement à quoi cet argent est lié et jusqu'où cette histoire peut les entraîner ? La réponse commence à se dessiner lorsque Sarah arrive à la paillote. Elle ne vient pas pour une conversation informelle. La policière réclame directement à Marceau le sac de billets afin de retrouver son véritable propriétaire. Son ton ne laisse aucune place à la plaisanterie. Ce que les adolescents considèrent peut-être encore comme une affaire d'argent trouvé possède désormais des conséquences autrement plus graves.
Sarah prononce alors les mots qui changent brutalement la dimension de la situation. La vie d'une femme est en jeu. Derrière les billets se cache donc quelque chose de suffisamment dangereux pour qu'une personne puisse mourir. Marceau se retrouve confronté à une réalité bien différente de l'excitation procurée par l'argent, tandis que chaque élément semble progressivement se rapprocher d'une même menace. Pendant ce temps, Sylvain raconte à Alex que Bruno a déclaré ses sentiments à Soisic. Bruno, de son côté, reconnaît que l'affaire est désormais terminée. Il n'y aura pas la suite qu'il espérait. Pourtant, Alex porte lui aussi une révélation considérable et, devant ses amis, finit par annoncer qu'il vient de découvrir l'existence d'un petit garçon âgé de 9 ans. Cette confession laisse apparaître l'ampleur du bouleversement qu'Alex traverse. En quelques jours, l'idée abstraite d'une autre partie de sa vie est devenue un enfant réel, Milo, avec son visage, ses attentes et sa place à construire. Ce secret récemment découvert ne concerne déjà plus seulement Alex, il touche Chloé, leur famille et tout l'équilibre qu'ils avaient patiemment construit ensemble. Ailleurs, loin de ces conversations familiales, la situation de Lizzie et Warren devient de plus en plus oppressante. Toujours enfermés par leur ravisseur, ils cherchent le moindre moyen de sortir. Warren s'acharne sur la fenêtre, multipliant les tentatives malgré le danger. Chaque mouvement doit rester discret, car derrière la porte, ceux qui les retiennent peuvent intervenir au moindre bruit suspect. Mais leurs efforts finissent par attirer l'attention. L'un des ravisseurs entend l'agitation et apparaît devant eux. Cette fois, l'homme retire sa cagoule face à Warren, comme si le besoin de cacher son identité devenait secondaire. Puis il formule une menace d'une violence glaciale. Si l'oncle de Warren ne verse pas l'argent demandé, c'est Lizzie qui en paiera le prix de sa vie. La menace proférée devant Warren ne laisse plus aucune place au doute. Lizzie n'est pas seulement retenue contre sa volonté, elle est devenue un moyen de pression, une monnaie humaine destinée à forcer Marco à payer. Warren encaisse ces mots avec difficulté. Jusqu'ici, il pouvait encore espérer que leur ravisseur cherche uniquement l'argent. Désormais, il sait que Lizzie peut réellement mourir. Lorsque l'homme s'éloigne, le silence retombe dans la pièce avec une lourdeur presque insupportable. Warren regarde Lizzie, incapable de dissimuler la culpabilité qui le ronge. Si elle se trouve enfermée ici, c'est parce qu'elle l'a suivi. Cette pensée revient sans cesse, brutale, obsédante. Lizzie, pourtant, refuse de lui laisser porter seule le poids de leur situation. Elle sait qu'ils doivent continuer à chercher une issue. La peur est là, immense, mais elle ne veut pas lui céder tout l'espace. Warren revient donc vers la fenêtre, examinant encore le mécanisme, cherchant le moindre jeu dans l'encadrement. Chaque tentative devient un acte de résistance. Ils n'ont aucune certitude, seulement l'espoir qu'une ouverture finira par céder. Pendant ce temps, Jack et Jordan commencent à trouver le comportement de Marco de plus en plus étrange. Tous deux viennent lui demander des nouvelles de Warren et Lizzie. Marco affirme que les deux amoureux vont parfaitement bien et qu'ils se trouvent près de Calvi. L'explication devrait rassurer les deux frères, mais quelque chose dans son attitude produit exactement l'effet inverse. Jordan lui demande alors d'appeler Warren. Marco accepte, mais l'appel n'aboutit pas. Il laisse simplement un message vocal en expliquant qu'ils ne doivent probablement pas avoir de réseau. Pour Jack comme pour Jordan, cette réponse ressemble moins à une preuve qu'à une esquive. Ils échangent un regard qui suffit à confirmer qu'ils pensent désormais la même chose. Marco cache quelque chose. Ils ne savent pas encore quoi, ni jusqu'où ce secret peut aller, mais leur instinct leur interdit de considérer l'affaire comme normale. Lizzie n'est pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles à sa famille. Même si elle voulait profiter d'un séjour avec Warren, elle aurait forcément trouvé un moyen de rassurer ses frères ou leur mère. À ce moment-là, ailleurs à Seth, Mona poursuit avec une énergie inépuisable sa mission personnelle, trouver quelqu'un pour George. Après avoir interrogé Nordine, elle décide cette fois de se tourner vers Roxane. Elle veut savoir si George fréquente l'une de ses collègues et demande à Roxane de lui présenter une femme dès qu'elle en repère une qui lui semble convenable. Mona pousse même la plaisanterie plus loin en estimant que George, à 35 ans, commence presque à être « soldé » sur le marché amoureux. Roxane doit composer avec cette mère déterminée qui refuse manifestement de voir son fils rester célibataire. Cette légèreté apporte un contraste saisissant avec les inquiétudes qui montent dans d'autres foyers de Seth. Chez Erika, justement, la conversation avec Marceau prend une tournure beaucoup plus douloureuse. Après ce qu'Emily lui a appris sur la drogue consommée pendant la soirée, Erika ne peut plus faire semblant de considérer les actes de son fils comme de simples erreurs d'adolescent. Elle lui adresse une véritable leçon de morale, portée autant par la colère que par la peur. Mais peu à peu, la colère se fissure. Erika finit par fondre en larmes devant Marceau. Derrière les reproches apparaît une mère profondément bouleversée, persuadée d'avoir manqué quelque chose d'essentiel.
Elle lui confie qu'elle a l'impression d'avoir tout raté dans son rôle de mère, comme si les dérives de son fils étaient aussi le reflet de ses propres absences. Marceau, déstabilisé par les larmes d'Erika, change immédiatement d'attitude. Il ne cherche plus à discuter ni à se défendre. Il lui présente ses excuses et lui promet qu'il ne recommencera pas. Erika, de son côté, ne se contente pas d'exiger une promesse. Elle reconnaît qu'elle doit également modifier sa manière d'être avec lui. Elle lui promet donc d'être plus présente. Derrière cette phrase simple se cache une tentative de réparer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Erika comprend que contrôler Marceau ne suffira pas. Elle veut désormais retrouver un lien avec lui, savoir ce qu'il traverse réellement et éviter que d'autres décisions irréfléchies ne les conduisent vers une situation irréversible. Dans le même temps, au Mas, un autre changement familial prend forme. Marceau arrive sur les lieux et appelle déjà Alex, papa, une familiarité qui souligne combien les repères semblent bouger rapidement autour de lui. Milo, quant à lui, a insisté pour venir au Mas, notamment parce que Sonia ne travaille pas et qu'il souhaite visiblement passer davantage de temps là-bas. La présence de Milo rend encore plus concrète la nouvelle réalité d'Alex. Ce garçon de 9 ans n'est plus une information à intégrer mentalement, mais une personne qui entre physiquement dans son quotidien. Chaque moment partagé rapproche Alex de lui, mais chacun de ces moments peut aussi rappeler à Chloé que leur équilibre familial est en train de changer sans qu'elle l'ait choisi. Pendant ce temps, Georges propose à Bastien de rejoindre le jeu vidéo dont Nordine lui a parlé et de faire équipe avec lui. Là encore, ces échanges ordinaires donnent l'impression d'une ville qui poursuit sa vie habituelle. Pourtant, à quelques rues de là, Swazik reste hanté par la présence possible de son agresseur. Samuel décide alors de ne prendre aucun risque. Il s'autoproclame garde du corps de Swazik et lui annonce clairement que tant que l'homme qui l'a attaqué sera dans la nature, il ne la laissera pas seule. Derrière l'humour apparent de cette déclaration, sa détermination est réelle. Il refuse qu'elle revive une situation semblable sans personne à ses côtés. Swazik accepte sa présence et tous deux décident de regarder un film ensemble. Cette soirée simple devient une manière de retrouver un semblant de normalité après la violence des dernières heures. Samuel reste toutefois attentif, conscient que le danger n'a pas disparu. Pour lui, rester auprès de Swazik n'est pas seulement un geste rassurant, mais une véritable décision de protection. Bruno, de son côté, traverse un tout autre état d'esprit. Installé au Spoon, il déprime après avoir compris que sa déclaration à Swazik ne mènera nulle part. Ce qui aurait pu être le début d'une histoire devient déjà un souvenir embarrassant et douloureux. Alors que Samuel se rapproche de Swazik par nécessité, Bruno doit accepter de rester à distance. Mais l'inquiétude la plus grave concerne toujours Lizzie. Jack et Jordan ne parviennent plus à chasser leur malaise. Ils décident donc de faire écouter à Karim le message qu'ils ont reçu et de lui expliquer leurs soupçons concernant Marco. Karim prend leur inquiétude au sérieux et leur promet de vérifier s'il peut obtenir des informations supplémentaires. Il leur demande également de prévenir Audrey et Damien. Pour les deux frères, cette recommandation suffit à renforcer le sentiment que la situation dépasse désormais une simple absence de nouvelles. Leur inquiétude familiale commence à rejoindre le terrain policier, tandis que, loin d'eux, Warren continue obstinément de travailler sur cette fenêtre qui représente peut-être leur unique chance de survie. Chez Alex et Chloé, le malaise installé depuis l'arrivée de Milo ne disparaît pas. Alex essaie pourtant de préserver leur couple en proposant un dîner en amoureux au Spoon. Le geste se veut rassurant, presque réparateur. Il voudrait retrouver avec Chloé un moment à deux, loin des bouleversements récents, comme si une soirée pouvait leur permettre de remettre un peu d'ordre dans leurs émotions. Mais cette tentative se heurte rapidement à une blessure beaucoup plus intime. Chloé réalise qu'Alex a oublié l'anniversaire de Judith, prévu dès le lendemain. Le constat tombe brutalement. Ce n'est pas seulement une date manquée. Dans le contexte actuel, cet oubli prend une autre dimension. Pour Chloé, il semble confirmer que l'arrivée de Milo occupe déjà une place considérable dans l'esprit d'Alex. Un froid s'installe immédiatement entre eux. Alex comprend trop tard l'importance de son erreur. Judith reste leur fille, celle autour de laquelle tant de souvenirs familiaux se sont construits, et oublier son anniversaire au moment même où il découvre un nouveau fils provoque forcément un déséquilibre douloureux. Chloé ne dramatise pas inutilement, mais son silence suffit à montrer combien elle est touchée. Pendant ce temps, Warren ne relâche pas ses efforts. Dans la pièce où il est retenu avec Lizzie, la fenêtre reste leur seul espoir concret. Il reprend méthodiquement ce qu'il avait commencé, malgré la menace formulée par leur ravisseur. Chaque geste doit être précis, discret, presque silencieux. La moindre erreur pourrait provoquer le retour des hommes armés avant qu'ils n'aient la moindre chance de s'échapper. Lizzie l'observe sans rester passive.
Elle sait que leur situation peut basculer à tout instant. La menace contre sa vie est désormais explicite, mais elle refuse que la peur les immobilise. Plus Warren s'acharne sur la fenêtre, plus l'idée d'une sortie devient tangible. Pour la première fois depuis leur enlèvement, la possibilité de retrouver l'extérieur ne paraît plus totalement inaccessible. À 7, Jack et Jordan restent eux aussi mobilisés. Après avoir sollicité Karim, ils comprennent qu'ils doivent prévenir Audrey et Damien. Cette simple démarche change profondément la nature de leur inquiétude. Jusqu'ici, ils pouvaient encore espérer un malentendu ou une mauvaise communication. Désormais, l'hypothèse d'un véritable danger devient suffisamment sérieuse pour impliquer toute la famille. Karim, de son côté, ne néglige pas leur intuition. Il sait que les proches perçoivent parfois des incohérences qu'un regard extérieur pourrait ignorer. Le comportement de Marco, son explication autour de Calvi et l'absence persistante de Lizzie et Warren dessinent un ensemble trop étrange pour être écarté. Même sans preuve immédiate, il existe assez d'éléments pour commencer à regarder la situation autrement. Dans le même temps, Sarah continue d'avancer sur la piste de l'argent. Le sac de billets découvert par les adolescents n'est plus un élément isolé. Il s'inscrit désormais dans une affaire où Swazik a été agressé, où un homme dangereux reste introuvable et où plusieurs jeunes ont manipulé des sommes dont ils ne connaissent pas réellement l'origine. Chaque détail semble pouvoir rejoindre un même fil. Marceau doit alors mesurer le poids de ce que Sarah lui a annoncé. Quelques heures plus tôt, partager cette somme avec Diane pouvait encore lui paraître excitant, presque irréel. Maintenant, il sait qu'une femme risque sa vie dans cette affaire. L'argent change de signification. Il n'est plus synonyme de chance ou d'opportunité, mais devient potentiellement la preuve visible d'une histoire beaucoup plus sombre. Diane se retrouve indirectement prise dans le même engrenage. Elle avait hésité à parler à Marceau du sac retrouvé, preuve que la somme avait déjà commencé à modifier leur rapport. Mais les conséquences dépassent désormais de très loin leur petit arrangement. Erika et Emily viennent justement de décider de surveiller davantage leurs enfants, sans encore mesurer toute l'étendue de ce qui les entoure. Chez Erika, la promesse faite à Marceau continue de résonner. Elle lui a assuré qu'elle serait plus présente. Cette déclaration est née de la culpabilité, mais aussi d'une véritable peur de le perdre dans des comportements qu'elle ne comprend plus. Voir son fils mêlé à la drogue, à un blackout collectif et maintenant à une histoire d'argent inquiétante remet profondément en question sa manière de l'accompagner. Marceau, lui, a promis de ne pas recommencer. Pourtant, les mots prononcés sous le coup de l'émotion suffiront-ils à effacer les conséquences de ce qui s'est déjà produit ? La situation semble désormais trop avancée pour être résolue par de simples excuses. Même s'il souhaite rassurer sa mère, il reste confronté aux décisions prises durant cette soirée et à l'intervention directe de Sarah. Pendant ce temps, Samuel reste auprès de Swazik. Son rôle improvisé de garde du corps pourrait prêter à sourire dans d'autres circonstances, mais la menace qui pèse sur elle reste trop concrète. Samuel ne veut pas la laisser seule tant que son agresseur court toujours. Leur film devient ainsi presque secondaire, un prétexte pour installer une présence rassurante dans une soirée où Swazik aurait autrement guetté chaque bruit. Bruno, au Spoon, vit cette proximité de loin sans réellement en connaître toute la portée. Il sait seulement que son histoire avec Swazik n'aura pas la suite espérée. Sa déclaration appartient déjà au passé. Cette déception sentimentale paraît dérisoire face à l'agression vécue par Swazik, mais elle ajoute tout de même une note de solitude à une journée où chacun semble devoir accepter une réalité différente de celle qu'il imaginait. Chez Mona, les préoccupations restent beaucoup plus légères. Déterminée à trouver une compagne à George, elle continue de mobiliser son entourage comme si elle menait elle-même une enquête parallèle. Roxane devient à son tour une potentielle recruteuse. Derrière l'humour, Mona montre surtout qu'elle refuse de considérer le célibat de son fils comme une situation durable, au grand amusement de ceux qu'elle sollicite. George, pendant ce temps, semble davantage intéressé par le jeu vidéo dont Nordine lui a parlé. Il propose à Bastien de faire équipe avec lui, ajoutant une nouvelle personne à cette activité collective. Ces scènes ordinaires donnent à Seth une apparence presque tranquille, alors qu'au même moment deux jeunes gens se battent silencieusement pour sortir d'une pièce où leur vie est directement menacée. Car Warren finit enfin par sentir que la fenêtre cède réellement. Après des tentatives répétées, le mécanisme se débloque suffisamment pour créer une ouverture. L'air extérieur pénètre dans la pièce comme une promesse. Ce qui semblait impossible quelques minutes plus tôt devient soudain réel. Warren peut enfin envisager de passer de l'autre côté et de chercher de l'aide. Il commence à se hisser avec prudence. Un premier mouvement, puis un autre. Son corps franchit progressivement l'encadrement jusqu'à ce qu'il ait déjà un pied dehors. À cet instant précis, la liberté n'est plus une idée abstraite. Elle se trouve littéralement à quelques centimètres de lui.
Il suffit encore de quelques secondes pour qu'il puisse s'échapper complètement. Lizzie se prépare à le suivre. Tous deux savent qu'ils n'ont probablement qu'une seule chance. Ils doivent agir vite, mais sans attirer l'attention. Le silence devient oppressant. Chaque bruit semble amplifié, chaque respiration paraît trop forte. Warren regarde vers l'extérieur tandis que Lizzie se rapproche à son tour de la fenêtre, prête à profiter de l'ouverture qu'il vient enfin de créer. Mais au moment même où leur plan semble fonctionner, le danger revient brutalement vers eux. Des hommes armés surgissent. La fuite, qui paraissait enfin possible, bascule immédiatement dans la panique. Lizzie n'a pas le temps de rejoindre Warren. Les ravisseurs la rattrapent avant qu'elle puisse franchir l'ouverture, tandis que Warren reste suspendu entre l'intérieur et l'extérieur. Tout se joue désormais en quelques secondes. Lizzie comprend que Warren possède encore une chance que, elle, vient de perdre. Au lieu de lui demander de revenir, elle fait exactement l'inverse. Elle lui dit de partir, de profiter de cette ouverture et surtout d'aller prévenir la police. Dans son esprit, sa propre sécurité passe soudain après la possibilité de donner l'alerte. Warren reste figé. Devant lui se trouve la liberté. Derrière lui, Lizzie est retenue par des hommes armés qui ont déjà menacé de la tuer. Partir pourrait être leur seule chance d'obtenir de l'aide. Revenir signifierait renoncer volontairement à une issue presque miraculeuse. Pourtant, abandonner Lizzie dans ces conditions lui paraît tout aussi impossible. Lizzie insiste. Elle sait que s'il hésite trop longtemps, les ravisseurs pourront également le récupérer et leur unique possibilité d'évasion disparaîtra. Sa demande n'a rien d'un abandon sentimental. Au contraire, elle exige de Warren un acte terriblement difficile, accepter de la laisser derrière lui pour tenter de sauver leur vie autrement. Face à elle, Warren reste prisonnier d'un choix cruel. Il a déjà un pied dehors, la police peut encore être prévenue, mais Lizzie se trouve entre les mains d'hommes capables de mettre leurs menaces à exécution. En quelques secondes, leur tentative d'évasion vient de devenir une épreuve où la peur, l'amour et l'urgence se confondent totalement. Warren reste suspendu à la fenêtre, incapable de faire disparaître l'image de Lizzie retenue derrière lui. Tout ce qu'elle lui demande paraît logique. S'il parvient à sortir, il pourra prévenir la police et leur offrir une véritable chance d'être retrouvé. Pourtant, partir revient aussi à accepter de la laisser quelques instants seule face à des hommes qui ont déjà menacé de la tuer. Lizzie, elle, comprend parfaitement pourquoi Warren hésite. Elle sait qu'il ne veut pas transformer leur fuite en abandon, encore moins après tout ce qu'ils viennent de traverser ensemble. Mais chaque seconde perdue joue contre eux. Les ravisseurs sont armés, l'ouverture vient enfin d'être créée, et cette possibilité peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue si Warren renonce maintenant. Sa demande devient alors plus ferme. Elle lui fait comprendre qu'il ne doit pas revenir pour elle, qu'il doit utiliser cette chance et alerter les forces de l'ordre. Derrière cette décision se cache une forme de courage presque instinctive. Lizzie accepte de rester dans une situation terrifiante si cela peut permettre à Warren de sortir et de chercher du secours. Pour Warren, cette confiance rend le choix encore plus douloureux. Lizzie ne lui demande pas de la sauver immédiatement, elle lui demande de croire qu'une fuite peut être la meilleure manière de la protéger. Mais l'idée de s'éloigner alors qu'elle est maîtrisée par leurs ravisseurs lui paraît insupportable. Il sait néanmoins qu'en restant, ils risquent de perdre tous les deux. Pendant ce temps, à 7, Jack et Jordan continuent de mesurer l'étrangeté de la situation. Le comportement de Marco les obsède. Son récit sur un séjour près de Calvi aurait peut-être été convaincant si Lizzie avait envoyé elle-même un message clair. Mais cette absence de contact direct, ajoutée au malaise perceptible de Marco, transforme peu à peu leur inquiétude en véritable suspicion. Le message vocal qu'ils ont fait écouter à Karim représente désormais un élément essentiel. Ils ne disposent pas encore d'une preuve formelle, mais ils ne veulent plus rester passifs. Lizzie est leur sœur, et l'idée qu'elle puisse être en danger leur devient impossible à repousser. Karim, de son côté, comprend qu'il faut examiner sérieusement ce que les deux frères viennent de lui signaler. En leur demandant de prévenir Audrey et Damien, Karim élargit immédiatement le cercle des personnes concernées. Ce n'est plus seulement une inquiétude entre frères. Toute la famille Roussel risque désormais d'être confrontée à une absence dont les circonstances paraissent de plus en plus inquiétantes. À mesure que les heures passent, le silence de Lizzie devient lui-même un élément impossible à ignorer. Dans le même temps, Sarah reste concentrée sur la circulation des billets. Son intervention auprès de Marceau a profondément changé la nature de cette affaire. Lorsqu'elle lui explique que la vie d'une femme est en jeu, elle brise l'illusion selon laquelle le sac pourrait simplement être considéré comme de l'argent trouvé. Derrière cette somme se cache manifestement une menace bien plus grave. Marceau se retrouve donc face aux conséquences d'événements qu'il semblait jusqu'ici aborder avec beaucoup plus de légèreté. Partager l'argent avec Diane pouvait leur apparaître comme une décision simple,
mais l'avertissement de Sarah transforme ces billets en objets inquiétants. Les garder ne relèvent plus seulement d'une faute morale, ils peuvent être liés à une situation où quelqu'un risque réellement de mourir. Pour Diane également, la découverte du sac prend un sens différent. Elle avait même hésité à dire à Marceau qu'elle avait retrouvé l'argent, signe que cette somme avait déjà créé une tentation. Pourtant, aucun des deux adolescents ne semble avoir mesuré l'ampleur de l'affaire au moment où ils envisageaient encore de partager tranquillement les billets entre eux. Erika, de son côté, ignore encore jusqu'où les erreurs de son fils peuvent s'étendre. Sa conversation avec Émilie lui a déjà imposé une vérité difficile. Marceau et Diane ont dépassé les limites lors de la soirée. La drogue de synthèse, le blackout et les comportements incontrôlés ne sont plus des incidents isolés qu'elle peut simplement condamner puis oublier. Ses larmes devant Marceau ont d'ailleurs révélé une peur beaucoup plus profonde que sa colère initiale. Erika ne veut pas seulement sanctionner son fils. Elle se demande comment elle a pu laisser suffisamment de distance s'installer entre eux pour ne pas voir ce qui se passait. Sa promesse d'être plus présente naît précisément de cette impression d'avoir perdu une partie du lien qui les unissait. Marceau s'est excusé et a promis qu'il ne recommencerait pas. Pourtant, cette promesse arrive au moment où les conséquences de la soirée continuent justement de se développer. Les choix déjà faits ne peuvent plus être annulés par quelques mots. L'intervention de Sarah le rappelle brutalement, certaines erreurs produisent des effets longtemps après que l'on a décidé de ne plus les répéter. Pendant ce temps, Samuel maintient sa décision de rester auprès de Soisic. Le terme de « garde du corps » qu'il utilise apporte une touche d'humour, mais son inquiétude est réelle. L'homme décrit par Soisic reste introuvable, son téléphone prépayé n'a pas permis de l'identifier, et rien ne garantit qu'il ne cherchera pas à revenir vers elle. Soisic tente malgré tout de retrouver un peu de calme en regardant un film avec Samuel. Cette simplicité a presque quelque chose de précieux après l'agression. Elle peut, pendant quelques instants, ne plus être seulement une victime décrivant un homme en noir devant la police. Samuel lui offre cette présence discrète qui empêche la peur de remplir entièrement la pièce. Bruno, lui, reste seul avec sa propre déception au spoon. Il a reconnu que son histoire avec Soisic était désormais classée. Son chagrin paraît secondaire au regard de ce qu'elle traverse, mais il n'en est pas moins réel. Il doit accepter que ses sentiments ne déboucheront pas sur ce qu'il espérait, tandis que Samuel occupe naturellement une place protectrice auprès d'elle. Chez les Delcourt, une autre tension continue de s'installer. Alex voudrait consacrer du temps à Chloé, mais son oubli de l'anniversaire de Judith a laissé une trace immédiate. Chloé ne peut pas empêcher cette erreur de résonner avec l'arrivée de Milo. Elle accepte qu'Alex fasse de la place à ce garçon, mais refuse que cette nouvelle réalité efface ce qui existait déjà. Pour Alex, l'équilibre devient particulièrement délicat. Il vient de découvrir qu'il a un fils de 9 ans, une information suffisamment immense pour bouleverser ses repères. Pourtant, son enthousiasme et son désir de connaître Milo ne peuvent pas se construire au détriment de Chloé ou de Judith. L'anniversaire oublié devient ainsi le symbole involontaire d'un déséquilibre que personne ne souhaitait. Oma, la présence de Milo rend cette transformation impossible à maintenir à distance. Le garçon a voulu venir, et Alex doit désormais apprendre à l'accueillir dans un quotidien qui n'avait jamais été préparé pour lui. Cette relation naissante possède forcément quelque chose d'émouvant, mais elle exige aussi d'Alex une attention particulière envers ceux qui formaient déjà sa famille. Dans le même temps, Mona poursuit avec obstination ses recherches sentimentales pour George. Elle sollicite Roxane et refuse de considérer son fils comme définitivement célibataire. Son humour apporte une respiration légère dans une journée dominée ailleurs par les menaces et les inquiétudes. George, lui, semble bien moins préoccupé par sa vie amoureuse que par les parties de jeux vidéo organisées avec son entourage. Mais loin de cette légèreté, Warren doit toujours décider. Son corps est presque dehors, tandis que Lizzie reste à l'intérieur avec les ravisseurs. Entre eux, quelques mètres seulement suffisent à séparer la liberté du danger. Ils pourraient courir, chercher de l'aide, transmettre leur localisation. Ils pourraient aussi revenir vers elle et perdre peut-être leur dernière occasion de s'échapper. Lizzie ne cesse de lui demander de partir. Ce qu'elle réclame à Warren est précisément ce qu'il a le plus de mal à accomplir, lui tourner le dos au moment où elle a le plus besoin d'aide. Pourtant, elle veut qu'il comprenne que fuir ne signifie pas l'abandonner. Dans son esprit, cette fuite représente au contraire la seule possibilité immédiate de la sauver. Warren reste alors face à un choix impossible. Derrière lui, la menace est concrète, armée, capable de tuer Lizzie si la rançon n'est pas versée. Devant lui, l'extérieur représente l'espoir d'atteindre la police. Une seule hésitation peut refermer cette porte. Et tandis que Lizzie le supplie encore de partir sans elle, Warren doit décider quelle forme prendra désormais son courage.
Au bord de cette fenêtre enfin ouverte, Warren mesure toute la cruauté de la situation. Il a réussi ce qui paraissait impossible quelques minutes plus tôt, mais la liberté qui se trouve devant lui ne ressemble plus à une victoire. Derrière son épaule, Lizzie est retenue par les ravisseurs, et chacun de leurs gestes rappelle que la menace de mort prononcée auparavant n'était pas vide. Lizzie refuse pourtant de laisser la peur décider à sa place. Alors que Warren hésite encore, elle lui demande une nouvelle fois de partir. Il doit sortir, courir aussi loin que nécessaire et prévenir la police. Elle sait que leur seule chance repose peut-être désormais sur lui. S'il revient dans la pièce, les ravisseurs pourront les enfermer tous les deux sans aucune possibilité d'évasion. Pour Warren, entendre Lizzie lui demander de l'abandonner provisoirement provoque un déchirement évident. Il ne peut oublier qu'elle s'est retrouvée dans cette situation avec lui et que les ravisseurs ont précisément choisi de menacer sa vie pour exercer une pression sur Marco. La laisser derrière lui ressemble donc instinctivement à une trahison, même si Lizzie lui affirme exactement le contraire. Elle ne cherche pas à jouer les héroïnes. Son raisonnement est simplement dicté par l'urgence. Warren a déjà franchi une partie de la fenêtre, tandis qu'elle vient d'être rattrapée. Leurs possibilités ne sont plus les mêmes. Lizzie comprend qu'elle ne peut plus sortir immédiatement, mais que lui dispose encore de quelques secondes pour transformer cette tentative d'évasion en véritable appel au secours. Dans le même temps, Jack et Jordan sont très loin d'imaginer la scène qui se déroule réellement. Pourtant, leur intuition les a conduits à ne plus croire aux explications de Marco. L'idée que Lizzie et Warren profitent tranquillement de leur séjour près de Calvi ne tient plus. Quelque chose dans le comportement de l'oncle de Warren continue de les déranger profondément. Le fait que Marco n'ait pas réussi à mettre Warren directement au téléphone a renforcé cette impression. Son message vocal, accompagné d'une justification sur l'absence supposée de réseau, n'a pas dissipé les doutes. Jack et Jordan connaissent suffisamment leur sœur pour sentir que ce silence est inhabituel. Ils refusent désormais de considérer leur inquiétude comme une simple réaction excessive. En se tournant vers Karim, les deux frères ont donc franchi une étape décisive. Ils ne cherchent plus seulement à se rassurer entre eux, ils veulent que quelqu'un habitué aux situations dangereuses examine les faits. Karim accepte de vérifier les informations disponibles et leur demande également de contacter Audrey et Damien, signe que la disparition de Lizzie mérite désormais une attention beaucoup plus sérieuse. Cette mobilisation familiale intervient alors que Sarah travaille, de son côté, sur une autre pièce du puzzle. Le sac de billets retrouvé par Diane et convoité avec Marceau attire désormais directement l'attention de la police. Sarah ne leur laisse aucune illusion sur la gravité de l'affaire. Cet argent doit être restitué afin que son véritable propriétaire puisse être identifié. Surtout, Sarah a donné à Marceau une information impossible à oublier. La vie d'une femme dépend de ce qui se joue autour de cette somme. Même sans connaître encore tous les liens entre les différents événements, cette phrase suffit à faire disparaître toute idée de jeu. Les billets possèdent désormais un poids que ni Diane ni Marceau n'avaient réellement mesuré lorsqu'il envisageait de les partager. Pour Erika, les erreurs de Marceau prennent ainsi une dimension qu'elle ne maîtrise plus complètement. Elle pensait déjà avoir atteint le point le plus inquiétant en découvrant l'histoire de la drogue de synthèse et du blackout. Son émotion face à son fils a montré combien elle se sentait responsable, comme si son manque de présence avait laissé s'installer des comportements qu'elle n'avait pas vus venir. Marceau a essayé de la rassurer en s'excusant et en promettant de ne pas recommencer. Erika lui a répondu en promettant, elle aussi, de changer quelque chose, être davantage présente. Ce moment de fragilité entre la mère et le fils ne supprime pas leurs problèmes, mais il révèle leur volonté de ne pas laisser la distance grandir encore entre eux après cette soirée qui a dérapé. Emily partage la même détermination concernant Diane. En venant parler directement à Erika, elle a choisi l'alliance plutôt que l'affrontement. Les deux mères savent que leurs adolescents doivent être arrêtés avant qu'une nouvelle limite soit franchie. Elles ne disposent pas encore de toutes les réponses, mais elles comprennent au moins que banaliser la drogue ou l'argent retrouvé ne ferait qu'aggraver la situation. Pendant ce temps, Swazik tente toujours de retrouver un sentiment de sécurité. Son dépôt de plainte auprès de Sarah a permis de formaliser ce qu'elle vient de subir, mais l'agresseur reste dans la nature. Son téléphone prépayé n'a fourni aucune piste immédiate. L'image de cet homme costaud, entièrement vêtu de noir, continue donc de peser sur elle comme une menace encore présente. Samuel refuse précisément de la laisser affronter seule cette inquiétude. En se proclamant son garde du corps, il donne une forme légère à une décision très sérieuse, rester auprès d'elle jusqu'à ce que le danger soit écarté. Leur film partagé devient alors un refuge provisoire, une tentative de reconstruire quelques heures ordinaires malgré la violence qui vient de faire irruption dans la vie de Swazik. À l'inverse, Bruno reste au spoon avec sa déception.
Sa déclaration à Swazik appartient désormais à une histoire qu'il considère comme terminée. Il ne peut que constater que ses espoirs se sont refermés. Cette tristesse sentimentale se déroule en marge d'une situation beaucoup plus grave, mais elle souligne combien les trajectoires de chacun continuent à se croiser sans produire les résultats espérés. Chez Alex et Chloé, l'oubli de l'anniversaire de Judith laisse également une trace difficile à effacer. Alex voulait proposer un dîner en amoureux, mais Chloé découvre soudain que son mari a oublié cette date importante. Dans le contexte de l'arrivée de Milo, cette négligence devient particulièrement sensible, car elle peut donner l'impression que la nouvelle réalité d'Alex commence déjà à repousser l'ancienne au second plan. Chloé avait pourtant clairement expliqué qu'elle trouvait légitime qu'Alex fasse de la place à Milo. Elle avait seulement besoin de rester un peu à distance de cette relation naissante. L'anniversaire oublié vient donc réveiller une inquiétude plus profonde. Accueillir cet enfant ne doit pas signifier oublier Judith, ni bouleverser brutalement les repères d'une famille qui doit elle aussi apprendre à vivre avec cette révélation. Alex découvre justement à quelle vitesse son quotidien change. Il a annoncé à Sylvain et Bruno qu'il avait un fils de 9 ans, tandis que Milo cherche déjà à passer du temps au mât. Ce rapprochement paraît naturel, mais il exige d'Alex une attention constante. Il doit découvrir son fils sans perdre de vue Chloé et les enfants autour desquels sa vie s'est construite jusqu'ici. Mais toutes ces tensions paraissent soudain lointaines face aux dangers qui entourent Lizzie. Les ravisseurs sont là, armés, tandis que Warren reste au bord de l'évasion. Lizzie, désormais empêchée de le suivre, lui offre pourtant la seule possibilité qui leur reste, celle de sortir seule et d'aller chercher la police avant que leur geôlier puisse refermer définitivement cette ouverture. Warren hésite encore, déchiré entre son instinct qui lui interdit de laisser Lizzie et la logique implacable de ce qu'elle lui demande. Elle le supplie de partir sans elle. Lui sait que chaque seconde peut décider de leur sort. Un pied déjà dehors, il se retrouve ainsi face au choix le plus douloureux. Rester auprès de Lizzie ou courir pour tenter de la sauver.